Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa. La nation, la République, la démocratie et l'Union européenne. Excusez du peu. Alors donc je vous présente Jacques Cottard, qui est journaliste, réalisateur de documentaires, membre de l'association Devoir de résistance, et qui est signataire de l'appel du CNR-RUE. Je vais donc laisser tout de suite la parole à Jacques Cottard. Il va disserter pendant une trentaine de minutes environ. Et ensuite, vous poserez vos questions, vous interviendrez. Voilà, je lui cède la parole. Bien. Écoutez, d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Sachez que Denis, je ne sais pas s'il aura le temps de vous le dire, parce qu'il va arriver à la bourre, étant un petit peu en retard, sera également ravi d'être présent ici. Donc, en notre nom à tous deux, je vais d'abord remercier le PEP pour l'invitation qui nous est donnée. Il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut discuter de façon assez libre sur les positions qu'on a les uns et les autres, notamment sur des questions aussi importantes que les questions de la nation, de la République, de la démocratie, de l'Union européenne, sur la question de la gauche ce soir. Et je crois que c'est précieux et important qu'il y ait des lieux comme celui que vous nous offrez. Donc à nouveau, merci. Remerciement d'usage étant fait, entrons dans le sujet. Moi, j'ai été un petit peu embarrassé pour préparer cet après-midi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au point de départ, je partais sur l'idée, on va causer de la gauche. Et puis, hier soir, je regarde le programme, mieux vaut tard que jamais, et je me dis, zut, il y a d'abord la République, la nation, la souveraineté, etc., la démocratie. Donc, et puis tout compte fait, allez, il n'y a pas trop de soucis, la gauche, on va la retrouver là aussi. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on va d'abord la trouver. Parce que le point de départ, à mon sens, des problèmes que nous avons à nous poser sur la réalité de la gauche, sur sa nature, sur son utilité, sur sa fonction politique, sur les classes sociales dont elle se réclame et sur celles qu'elle défend. Je pense que le point de départ, c'est bien ceux de cet après-midi, à savoir la République, à savoir la nation, la démocratie et la souveraineté. Alors, la première question que je voudrais aborder, je ne vous cache pas qu'on s'est un petit peu divisé le travail au téléphone avec Denis, que lui vous parlera plus précisément de la question nationale. Moi, je voudrais partir de la question de la démocratie et de la souveraineté. Je pense que cette question elle est centrale non seulement du point de vue du fonctionnement politique au niveau national dans le pays, mais vous le savez, on le sait tous, d'ailleurs notre âge nous permet d'en avoir fait l'expérience en de nombreux endroits, la question de la démocratie est une question centrale tout court. Elle est centrale dans les organisations, elle est centrale dans le débat, elle est centrale dans le processus de décision, elle est centrale dans la politique qui est mise en œuvre. Voyez-vous, il me semble que sur cette question, qui est celle de la démocratie, nous devons relier la problématique à l'activité politique commune que nous avons eue les uns et les autres, membres du PEP ou pas comme nous, dans les mois qui se sont écoulés, qui est l'activité pour le boycott des élections européennes. Je crois que vraiment la question du boycott, c'est d'abord cette question-là qu'il faut poser. C'est la question de savoir où est le pouvoir, qui décide et pour qui. C'est bien la question de la démocratie, qu'interdit l'Union européenne, et c'est d'ailleurs à ce sujet, à mon sens, on le développera ce soir sur les questions de la gauche, je vais là juste donner quelques touches pour bien vous montrer que je pense profondément que tout cela est lié. C'est sans doute sur cette question que François Hollande, comme président de la République, commet sa première imposture, sans aucun complexe. Je vous rappelle qu'il est obligé de donner des gages pour être élu, et que donc sur la question européenne, il explique, avant les élections, qu'il faudra renégocier avec Merkel un traité, puis il se rend compte que ça va trop loin. Donc il dit qu'il faudra rajouter au traité existant une clause sociale. Et puis il a beau dire, une fois qu'il est élu, il voit Merkel, ça dure 6 heures dans la nuit, je ne sais pas ce qu'ils font, ça les regarde, en attendant le lendemain matin, on apprend que le traité est très exactement le même, et que, dégagé, il n'y a plus rien à voir. Et que donc la politique de l'Union européenne, et l'Union européenne en tant que telle, est avalisée sur la base de ses directives et de son programme par le nouveau président de la République en France.
je pense que la question qu'il faut nous poser pour relier cela à la gauche, c'est la question suivante. Est-ce que l'on a affaire à une particularité hollandienne? Est-ce que cette capitulation sur la question européenne, donc sur la question de la démocratie, est propre à François Hollande? Est-ce qu'on a un tournant? Bien voyez-vous, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut revenir au moins à l'origine sur une question, c'est-à-dire Mitterrand les années 80, 81, 82, 83. Nous avons, dans les années 82, la première orientation sur la question européenne qui s'affirme de façon très claire comme virage et comme tournant, dans le débat d'ailleurs qui agite à ce moment-là le Parti Socialiste, qui est le débat qui oppose d'un côté Mauroy Delors et de l'autre côté Chevènement, et dans lequel les premiers seront annoncés comme étant les vainqueurs, c'est-à-dire la soumission des intérêts nationaux au capital financier et au capital européen à travers les décisions politiques qui sont prises. Et je pense d'ailleurs que sur la question de l'atlantisme, c'est exactement dans la même période qu'il faut situer le tournant, c'est-à-dire la véritable imposture. Je vous rappelle qu'en 83, c'est Reagan qui arrive en France, et parce qu'il y a des ministres communistes au gouvernement, je ne sais plus d'ailleurs si c'est 82, 83, bref, on est dans ces eaux-là. Reagan d'ailleurs arrive en France en expliquant qu'il vient voir les Cosaques à Paris, et il repart de Paris en disant qu'il a rencontré des gens très civilisés. Mitterrand l'a reçu, il a rassuré l'impérialisme américain, il a rassuré l'Empire sur concrètement ce que signifiait ce qui était en train de se passer en France, et le tournant d'ailleurs qu'on appellera le tournant de la rigueur. Donc je crois que cette question, elle est fondamentale, et elle nous met même d'ailleurs, si on part du simple point de vue de la démocratie, et du point de vue de la question européenne, elle nous met même, malgré les inflexions qui existent avec Hollande, au cœur de la gauche, au cœur du Parti Socialiste d'abord, et au cœur de la gauche dans son ensemble, et de la gauche, n'en parlons pas, j'y reviendrai dans un moment, puis on en parlera longuement ce soir. Le troisième point, à mon avis, qui me semble important, voyez-vous, c'est que je crois que cette question de la démocratie, donc cette question de la souveraineté, ça pose l'existence de l'Union européenne à travers sa pratique et à travers ce que l'on peut en constater. L'Union européenne, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une Europe dévoyée, contrairement à ce que l'on nous dit. L'Union européenne, ce n'est pas un cadre qui peut se gauchir ou pas se gauchir. L'Union européenne, ce n'est pas un cadre politique dans lequel, tout compte fait, les rapports de force pourraient faire qu'il irait dans un sens ou qu'il irait dans l'autre. L'Union européenne, c'est une construction politique pour affirmer des intérêts économiques et sociaux, l'intérêt du capital au détriment du travail. Et ça, voyez-vous, ça ne s'infléchit pas. Quelle que soit la bonne volonté, c'est le cadre dans lequel nous sommes. Alors, ça, c'est pas seulement du discours, c'est de la vie. Vous allez en Grèce, berceau de la civilisation. Vous voyez concrètement ce qu'en Grèce, l'Union européenne a accompli comme élément de destruction et de retour à l'âge de pierre de toute une population, de tout un peuple et de toute une civilisation. En Grèce, c'est un exemple que je donne souvent quand on parle de la question, donc je ne vais pas me priver pour redonner aujourd'hui. En Grèce aujourd'hui, lorsque vous allez analyser la question de la santé, vous vous retrouvez dans des dispensaires, où au cœur des dispensaires, c'est Médecins du Monde qui assurent la santé, non pas pour 90% de marins étrangers qui se baladent dans le port du Pirée, qui sont en escale et qui sont malades, mais pour 90% de la population grecque qui n'a plus les moyens de se soigner, qui n'a plus aucune garantie et qui n'a plus aucun secours. La Grèce s'est réduite à un pays du tiers-monde dans lequel, si une association et une organisation caritative ne soignent pas les Grecs crèvent. Et ça, voyez-vous, c'est vrai sur la question de la santé, c'est vrai sur toutes les questions, la question du travail, la question du salaire, sur toutes les questions. C'est d'ailleurs ce dont se revendique la Troïka, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, qui, à travers leurs émissaires, se baladent de pays en pays et décident d'imposer leur chape de plomb au nom des déficits et donc du sauvetage des économies locales. D'ailleurs, il y a une question, on en parlera sans doute ce soir, que je voudrais souligner. Pourquoi est-ce que la Troïka n'est pas en France? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans tous les débats qui existent? Moi, je pense qu'elle y est déjà. Et que la Troïka en France n'a pas besoin des émissaires européens. La Troïka en France, c'est le gouvernement Hollande-Valls qui met en pratique, à travers le pacte de compétitivité et à travers la politique qu'ils ordonnent, l'ensemble de la volonté de l'Union européenne qui est d'assujettir les peuples aux intérêts du capital financier. Donc, bon, je clôt la parenthèse, nous y reviendrons. L'adaptation à l'Union européenne, elle
s'est exprimée à travers tout de même des consensus qui font date et qui méritent, à mon avis, d'être rappelés. Ça repose à nouveau la question de la souveraineté et la question de la démocratie. C'est le référendum de 2005. Où en 2005, nous disons non, et où 2 ans plus tard, au Congrès, ils disent oui. Pourquoi c'est important? Parce que, voyez-vous, 2005 exprime globalement un consensus sur le fond. Et celui-là, on ne peut pas l'habiller à travers des discours de façade, et des divergences qui seraient fondamentales et apparentes, pour expliquer tout compte fait que chacun reste dans son camp tout en ayant la même position. 2005, c'est une position commune qui s'exprime sur des arguments communs. 2005 est, de mon point de vue, le moment où apparaît de plus en plus flagrant le fait que gauche-droite sont des clivages artificiels et que ce sont des clivages qui n'ont plus lieu d'être dans la vie pratique et dans la réalité. 2005, c'est d'abord, au nom de la dictature de la dette et du combat contre les déficits, la volonté de faire payer, parce qu'on y va, l'ensemble des déficits, comme ils disent, par les fonds d'État et les fonds publics, alors qu'il s'agit de dettes privées. C'est ce qui va apparaître ensuite dans la crise de 2008, avec l'explosion de la dette, qui reste toujours le même argument, et où fondamentalement, ils pillent les fonds publics en socialisant la dette d'acteurs privés, notamment des banquiers, des fonds de pension et des institutions financières. 2005, deuxièmement, c'est une position commune sur le respect de la propriété privée contre l'intérêt général. Position commune, sur dit en passant, qui maintenant se répète à chaque occasion. Dernière en date, l'affaire des autoroutes, qui est quand même une caractéristique. Où sur les autoroutes, on nous explique qu'il n'y a plus les portiques, qu'il faut trouver du pognon pour remplir les caisses, et que le pognon qu'on va trouver, on ne sait pas trop comment on va faire, donc ils bricolent, ils cherchent dans la technique les moyens d'en sortir financièrement. En réalité, il y a une question qui est affirmée par le ministre dès le début, c'est de dire, vous comprenez, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est nationaliser. On ne peut pas y revenir. Ça coûterait trop cher. D'ailleurs, personne ne lui a demandé de nationaliser en rachetant. Ils sont déjà gavés 20 fois sur la bête, il suffit de reprendre et de leur dire que ça suffit. Ils sont déjà largement nourris jusqu'à l'indigestion. Non. Pourquoi? Parce que c'est interdit. C'est interdit par quoi? Par les traités. Si vous restez dans le cadre de l'Union européenne, vous ne pouvez pas. C'est toujours le même argument. Et voyez-vous, nous retrouvons là tous les bords et toutes les organisations sur le même objectif. Troisième élément, à mon avis, c'est au nom du consensus, la destruction générale du bien public. Ce qui est vrai en Grèce, ce qui est vrai en Espagne, ce qui est vrai en Italie, ce qui est vrai dans toute une série de pays d'Europe, ça s'affirme de façon cruciale en France à travers la destruction du bien commun que constituent nos services publics. Non seulement il n'y a pas eu de frein après Sarkozy, mais l'on peut dire globalement que l'assujettissement à l'Union européenne fait qu'il y a eu aggravation de la situation. D'ailleurs, on assiste à une situation de fou, où Hollande se justifie en disant qu'il fera mieux que Sarkozy, et où Sarkozy explique qu'il veut revenir pour faire mieux que Hollande. C'est-à-dire qu'on voit à peu près le cas des divergences et des clivages qui existent. 2005 et le consensus général, c'est la négation de la nation. C'est-à-dire c'est la négation du cadre, qui est le cadre géographique à partir duquel le peuple peut appréhender les problèmes. Et c'est la négation de la forme politique que nous nous sommes donnée à la nation, c'est-à-dire la République. C'est la négation des principes fondamentaux qui nous permettent de vivre les uns avec les autres. Les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, qui à chaque fois sont remis en question, qui à chaque fois sont mis à mal par une politique consensuelle, qui au point de départ trouve l'assujettissement, le refus de notre souveraineté, sa négation, son déni et l'assujettissement de nos intérêts à l'Union européenne. Alors, il me semble que, à travers l'affirmation de cette politique de classe, qui donc pose au cœur le problème de la démocratie, le problème de la souveraineté, la rupture avec l'Union européenne, et qui donc en face permet d'éclairer le contenu du consensus général qui s'y oppose, il faut tout de même dire un mot de la gauche dans son ensemble, même si nous en parlerons longuement ce soir. Voyez-vous, il y aurait d'un côté les socialistes que nous connaissons qui sont au gouvernement et qui assument cette politique, et de l'autre côté, il y aurait une alternative à gauche qui est critique et qui se permet, en tant qu'alternative, de dire nous sommes à côté, nous sommes d'ailleurs tellement à côté que nous sommes à gauche de la gauche. Ceux-là d'ailleurs n'ont pas compris que le rejet de la gauche est un rejet exponentiel de tout ce qui s'en réclame parce que les expériences sont faites.
et donc la gauche de la gauche, n'échappera pas à la règle. Elle est d'ailleurs rejetée globalement, comme est la gauche tout court, et de façon assez logique. Mais il y a quand même une question de fond. C'est que derrière cet argument de la gauche, il y a l'expression selon laquelle il serait possible d'infléchir l'Union européenne. Globalement, il serait possible de s'adapter au cadre de l'Union européenne pour en transformer sa politique. Eh bien, il y a là, à mon sens, la couverture ultime du système dans lequel nous sommes. Couverture qui, sur le fond, n'auront en rien avec le déni de souveraineté, avec le refus de la démocratie, avec la remise dans les mains d'instances supranationales et de l'Union européenne des intérêts du peuple, la négation de la nation et derrière, en fin de course, la mise à mal de la République et des principes qui nous fondent. Je pense que les uns et les autres, malgré tous les alliages, sont en réalité sur la même orientation. C'est celui du maintien dans le système et de leur implication dans le système et du refus de dire très clairement qu'il y a d'autres solutions et d'autres possibilités que de rompre. Cela d'ailleurs pour une raison simple que nous débattrons ce soir, c'est qu'en effet c'est plus confortable de dire qu'on peut infléchir le système plutôt que de se poser face aux réalités, parce que les réalités, ne nous cachons pas les uns et les autres, c'est un peu le vide. Personne n'a la solution alternative. Certes, il y a des éléments de programme, certes, il y a des analyses, certes, il y a les éléments théoriques de la rupture, mais c'est vrai qu'en termes du quoi faire demain matin, c'est compliqué, parce que les forces globalement ne sont pas rassemblées, parce que des mutations doivent s'opérer, parce qu'une réflexion, des discussions doivent se mener, parce que des recompositions doivent faire place à la décomposition qui ne cesse de s'engager. Tout cela n'est pas fait, tout cela n'est pas achevé. Donc il y a sans doute une position de confort, mais derrière cette position de confort, il y a en réalité, voyez-vous, je pense, il y a en réalité une position commune sur la question républicaine, sur la question nationale, sur la question de la souveraineté et sur la question de la démocratie, entre ceux qui aujourd'hui accomplissent les basses œuvres et ceux qui, au nom de la gauche, disent qu'ils seraient prêts à les combattre tout en restant dans le même cadre. Alors, je pense que si nous partons et si nous restons sur les questions de la République, sur la question de la nation, de la démocratie, de la souveraineté, je crois qu'il faut constater que la gauche ne fait pas qu'abandonner ses propres fondamentaux. Elle abandonne en réalité ce qui a été édifié par les générations passées et ce qui constitue légitimement notre propre héritage. Je voudrais revenir à une chose, je sais qu'il est populaire ici, donc je ne prends pas beaucoup de risques, mais ce n'est pas parce qu'il est populaire que je vais vous en parler, c'est parce qu'à mon avis c'est assez juste. C'est l'histoire du Conseil national de la résistance. Je pense que c'est intéressant parce que quand on regarde concrètement ce qui était dit en 45-47, si vous dites ça dans une discussion comme ça, avec des gens qui ne sont pas obligatoirement avertis, très franchement, on vous prend pour un âne. On se dit qui est cet illuminé qui veut tout péter. Pourtant que je sache, De Gaulle 45-47, c'est pas Che Guevara. Et pourtant, quand vous regardez ce qui était dit à l'époque, vous voyez le chemin parcouru à l'envers et les remises en question qui ont été accomplies. En 1943, déjà, il est souligné la volonté d'assurer l'indépendance politique et économique de la nation. On voit globalement, depuis 1986 avec Jospin, puis tous les gouvernements successifs, jusqu'à Hollande aujourd'hui, ce qu'il en est du bradage de notre bien commun et des intérêts de la nation à des intérêts étrangers, à des intérêts capitalistes qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. En 1943, il est affirmé la nécessité de rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Peu à peu, on voit ce qu'il en est de notre puissance et de notre grandeur universelle à travers la mainmise de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne, de l'OTAN, de l'OMC, sans parler des accords clandestins et muets qui sont en train de se passer et qui comptent mettre au banc des accusés les États lorsque les intérêts des firmes nationales le décideront et l'imposeront. En 1943 est soulignée la nécessité de veiller au châtiment des traîtres à la nation et à la confiscation des biens acquis au détriment des peuples et de la nation. Ça avait la gueule, quoi. Si on fait la liste aujourd'hui, il y a du monde. Hein. D'accord ? Il est décidé à l'époque
la nécessité de l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. On voit ce qu'il en a été en 2005, j'en ai parlé, sur le déni de souveraineté, sur le déni de démocratie que cela implique. On voit le chemin parcouru. Ce n'est pas une remise en question, seulement. C'est une négation absolue, sous l'égide des gens qui nous gouvernent. Il est affirmé la nécessité de la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Alors, malheureusement, je suis bien placé pour vous le dire. Enfin, je ne suis pas bien placé spécialement, parce que moi, j'ai la chance de travailler dans le service public, qui existe encore dans le domaine de l'audiovisuel. Si ce n'est pas parfait, il y a encore des marges qui existent. Mais par contre, en ce qui concerne la presse et son indépendance à l'égard des puissances financières dans son ensemble, on ne va pas dire un mot de l'oligarchie, c'est-à-dire de M. Hachette et des fabricants d'armes, de M. Bouygues et des fabricants de béton, des éditeurs qui se concentrent dans quelques mains et quelques mains seulement, bref, de cette puissance financière qui non seulement est impliquée, mais qui maintenant maîtrise la presse et l'ensemble des moyens de communication. Il est décidé sur le plan économique, tout est bien, d'instaurer l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Là aussi, sans commentaire, la liste est claire à dresser. De subordonner les intérêts particuliers à l'intérêt général. On voit globalement les politiques qui sont mises en œuvre et où ça mène. D'intensifier la production nationale sur les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. Là, voyez-vous, on n'est pas loin de la nation, et si par malheur Lucien Ponce-Anis se permettait d'en parler, il serait qualifié par nos amis de la gauche, de fasciste et sans doute de lepéniste qui n'a pas le droit de dire ces choses, parce que qui parle de cela emploie évidemment des gros mots. C'est déjà le cas. Il est défini le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d'énergie, des richesses de sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. C'est-à-dire globalement la réappropriation collective de ce qui appartient à la collectivité et de ce qui a été capté et volé au compte d'intérêts privés particuliers. À une époque, on parlait de nationalisation, vous l'appellerez comme vous voulez. Il paraît que les mots sont plus ou moins à utiliser, peu importe. Il n'empêche que du point de vue de l'intérêt général, de la démocratie, de l'intérêt de la nation et du bien-être de la République, la question qui se pose, c'est bien la réappropriation collective de ces moyens de production, et c'est bien au nom de l'Union européenne qu'on nous explique que cela n'est non seulement interdit, mais n'est même pas envisageable. Il est question ensuite, et je ne vais pas vous faire toute la liste, vous la connaissez mieux que moi, du droit au travail et du droit au repos. 8,5 millions de travailleurs pauvres aujourd'hui. 8,5 millions. Lorsqu'en 2006 j'ai créé un livre, il y en a 7 millions. 1,5 million de plus. Depuis que Hollande est là, 830 par jour en plus. 830. 830 familles qui basculent. Ça, c'est la réalité des prix. Ça, c'est la réalité de la gauche. Tous les débats sont possibles. Et ceux-là, ils sont imparables. Ceux-là, on ne peut pas les passer par perte et profit. Ça, c'est le produit d'une politique, c'est le produit d'une volonté. Il était question du réajustement important des salaires, la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. Là aussi, on voit le chemin parcouru. Notamment, à travers les mesures qui ont été prises, et nous y reviendrons dans la soirée, concernant, entre autres, les petits retraités, les pensions, les allocations, et je ne vous parle pas des chômeurs qui, évidemment, dans les paroles ministérielles, sont aujourd'hui, Sarkozy le voulait, il n'osait pas, eux ils osent, sont aujourd'hui responsables du chômage qu'ils subissent, puisque c'est ce qu'ils disent. Il était question de reconstitution dans cette liberté traditionnelle d'un syndicalisme indépendant. Un syndicalisme indépendant, on voit comment la gauche utilise les organisations syndicales à travers des pactes corporatistes pour essayer de liquider tous les intérêts, tous les mouvements sociaux, et pour essayer d'assujettir définitivement la classe ouvrière et les salariés de ce pays aux intérêts du capital. On voit le rôle que joue la CFDT dans cette affaire, qui systématiquement monte au créneau pour légitimer et pour justifier les pires saloperies prises par ce gouvernement, toutes les remises en cause sociales, politiques et économiques qui existent. Il était question d'un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens les moyens d'existence,
Un plan complet de sécurité sociale? Mais il faut qu'on réfléchisse à ce que ça signifie. La sécurité sociale, voyez-vous, c'est pas chacun reçoit en fonction de ses moyens et puis donne quand il peut ou quand il peut pas. Non, c'est l'inverse. La sécurité sociale, son principe fondateur, c'est chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. La sécurité sociale, c'est une dose de socialisme dans la société capitaliste qui a été accomplie. Et c'est ce dont nous avons hérité du Conseil national de la résistance. La remise en cause de la sécurité sociale, c'est pas seulement quelque chose qui est utile à ceux qui, sans sécurité sociale, vont crever. C'est ça, mais pas seulement ça. La sécurité sociale, c'est une digue. Si cette digue saute, tout est emporté. C'est ça qui est en jeu actuellement. C'est ça que Hollande, et c'est ça que la gauche actuellement, et nous en reparlerons ce soir dans le débat. Mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas en glisser un petit mot. C'est ça que Hollande et que la gauche, concrètement, est en train de remettre en question. C'est cette digue qui est menacée. C'est derrière le problème de l'universalité des prestations sociales. C'est ça qui est en question, précisément. Car ça n'est qu'en passant sur l'universalité, on nous a expliqué que 6 000 €, c'est pas grave qu'ils touchent plus, les familles à 6 000. C'est pas le débat. Vous savez comment ça se passe. Ça a été testé aux États-Unis et en Grande-Bretagne. À partir du moment où les riches ne touchent plus, ils disent que ça ne sert plus à rien de payer, donc ils ne payent plus. Donc en fin de compte, plus personne ne touche. Donc derrière les bons sentiments, merci la CFDT, qui nous explique que c'est évidemment, au nom du catholicisme social, une mesure qui est une mesure d'égalité et une mesure légitime. Derrière cela, on se rend compte que c'est une mesure de liquidation générale d'un acquis qui est un acquis fondamental. Bref, je pense que, voyez-vous, ces questions, ce ne sont pas des questions abstraites. Il me semble que l'intérêt de la question républicaine, de la nation, de la République sociale, de la démocratie et de la souveraineté, l'intérêt c'est que c'est très concret. L'intérêt c'est que, hors de ces questions, il est à mon sens impossible de répondre aux problèmes pratiques, matériels et concrets auxquels nos concitoyens sont confrontés. Comment voulez-vous, par exemple, sans partir de là, appréhender la question de l'Union européenne? Mais si vous ne partez pas de là, il n'y a plus qu'un autre point de départ, c'est celui des voitures de fonction. Et au nom des voitures de fonction, dont nous n'avons, nous, strictement rien à foutre de savoir qui pose ses fesses dans la voiture qui est attribuée à un commissaire, à un député ou à autre chose. Peu nous importe. Tant mieux pour les fesses qui y sont posées si celui qui y tient obtient la voiture. Ça n'est pas notre point de départ. Mais si vous ne partez pas des questions de fond, que sont les questions de la République, de la nation, de la souveraineté et de la démocratie, alors tout ce qui reste, c'est dans la politique les intérêts particuliers. Et la politique dans les intérêts particuliers, eh bien on voit ce que ça donne. C'est aujourd'hui la course aux uns et aux autres, incapables de prendre la responsabilité, des responsabilités minimales. On a aujourd'hui les socialistes atterrés. On a aujourd'hui les socialistes non résignés. On a toutes les races de socialistes possibles et imaginables. On a les frondeurs. On a surtout tous ceux qui refusent de dire non à une politique sous prétexte que si c'est pas cela, c'est les autres. Mais cela et les autres étant les mêmes, nous n'en avons rien à faire. Il faut dire à un moment donné, cette politique-là, ça suffit. Et je pense que pour le dire, il faut partir des questions fondamentales, que sont les questions qu'il s'agit de discuter.